Nous sommes sur le site de Meudon, de l'Observatoire de Paris, pour présenter les activités du laboratoire d'excellence ESEP, qui veut dire Exploration spatiale des environnements planétaires, et qui a fonctionné pendant 10 ans. Une période au cours de laquelle de nombreuses réalisations ont pu être menées. Tous les ans, sur réponse à appel d'offres proposé par un comité scientifique, le LabEx ESEP a pu financer des contrats doctoraux, des contrats postdoctoraux et des contrats d'ingénieurs sur les activités sélectionnées dans ces thématiques. En tant que directeur du LabEx ESEP, j'avais à coordonner les activités et mon rôle est donc un chef d'orchestre en quelque sorte. Alors que nous arrivons ici à la fin de ces financements, les bilans pour les différentes instances montrent que plusieurs instruments ont pu être développés pour le spatial dans les différents laboratoires, mais également de l'enseignement avec des stages d'étudiants à différents niveaux et également un site d'enseignement en ligne qui a été développé grâce à ESEP. Au cours de ces 10 années, l'ESEP a mené de front plusieurs chantiers, en premier lieu desquels l'enseignement et la diffusion des connaissances. J'ai proposé avec des collègues de diffuser les connaissances concernant les sciences planétaires et les exoplanètes, qui sont des connaissances qui évoluent très vite et dont le public est très curieux, le public et les étudiants. Donc on a proposé de faire 2 sites web, un site autour des exoplanètes, autour d'une base de données dont je suis responsable, qui permet au grand public, aux étudiants, de manipuler les données des exoplanètes. Et un deuxième site qui était ce que j'appelle un livre numérique, c'est-à-dire c'est un site web structuré comme un livre avec des chapitres. Il y a une partie description du thème et une partie un peu plus théorique, un peu plus approfondie sur les sciences, la physique, les mathématiques ou les technologies utilisées pour développer ces connaissances. Et les avantages d'un site web, c'est en évolution permanente, on met à jour régulièrement les contenus. Alors ce contenu-là est à peu près d'un niveau licence, alors que le site sur les exoplanètes est plutôt, disons, grand public, licence. Les auteurs sont les enseignants-chercheurs et les chercheurs des laboratoires ESEP. C'est des gens dont le sujet de recherche est les sciences planétaires et la découverte des exoplanètes. Et donc là, ils ont vraiment présenté les résultats les plus récents. Dans cette tâche, Françoise Roch était épaulée par Emmanuel Marc, enseignant-chercheur à l'Université Saint-Quentin en Yvelines. Alors, j'étais à la fois dans le comité éditorial pour représenter l'ensemble des personnels du VSQ, donc l'Université de Versailles-Saint-Quentin, et qui a regroupé à la fin à peu près la moitié du contenu total de ce livre numérique. Et je suis aussi intervenu en tant qu'auteur, donc en développant mon propre chapitre sur le rayonnement dans les atmosphères planétaires, dans ce chapitre, donc dans ce livre numérique. La difficulté de pouvoir rassembler tous les moyens, et vraiment ça a été possible que grâce à l'aide des ESEP, vraiment, parce que ça demande quand même un support technique important et une participation des auteurs. Donc ça a été un petit peu difficile, mais sinon c'était un projet très enthousiasmant. J'aime beaucoup la souplesse de la notion de site web par rapport à un livre qui est beaucoup plus figé. Et on voit l'évolution de l'utilisation par des milliers d'étudiants, on voit comment ces étudiants les utilisent et tout. Donc ça, c'est vraiment satisfaisant. Il y avait un ingénieur pédagogique attitré à ESEP qui a travaillé avec nous, Cédric Schott, qui a transformé un peu le contenu statique ou les idées des auteurs de façon à ce que ce soit un peu plus vivant, avec des curseurs à régler, des boutons à cliquer pour voir apparaître des formations de cratères, de la lumière absorbée par des atmosphères, etc., de façon la plus visuelle possible. Ça a pris à peu près 3 ans et maintenant on continue, on a encore des contenus qui doivent être ajoutés sur certaines thématiques pour que le contenu évolue et soit mis à jour de manière permanente. Ce site d'enseignement en ligne n'est pas la seule réalisation. Plusieurs instruments de mesure ont aussi été mis au point grâce à l'ESEP. Dans mon domaine, un instrument, c'est quelque chose qu'on met à bord d'une sonde spatiale qui va faire une mesure. Par exemple, l'instrument qu'on fabrique, c'est compter le nombre de particules, le nombre de petits atomes qui constituent une atmosphère. Et donc, pour ça, on développe des technologies qui nous permettent de faire cette mesure-là. On pourrait le faire aujourd'hui avec les instruments qu'on aurait, mais il faudrait faire un instrument énorme qui consommerait la consommation d'une maison, par exemple, et qui ferait un volume extraordinaire. Globalement, quelque chose qu'on ne pourrait jamais mettre sur une sonde spatiale. Ce qu'on cherche à utiliser, ce sont des nanotubes de carbone. Donc les nanotubes de carbone, c'est des tout petits tubes, très petits, nanométriques. Donc nous, tout notre travail, c'est de faire des choses toutes petites, très efficaces, très peu consommatrices en énergie,
Et donc c'est qu'à ce prix-là qu'on arrive à faire les mesures qu'on voudrait faire demain autour de Mars, de Vénus, de la Lune. C'est grâce réellement à ESEP qu'on a pu tester tout cela et en gros financer une partie de ce que vous voyez autour de vous. Et dans le domaine de l'instrumentation, l'ESEP a joué un rôle crucial dans l'émergence des nanosatellites, c'est-à-dire des satellites de quelques dizaines de centimètres de côté. À l'époque, le début des nanosatellites, beaucoup de scientifiques disaient on ne peut rien faire, c'est trop petit. Et puis finalement, on s'est rendu compte que si, on pouvait faire des choses, et que c'était les scientifiques eux-mêmes d'ailleurs qui finalement se disaient « Ah, je pourrais peut-être bien penser mon observation d'une autre manière ». ESEP a voulu aider les équipes projets qui avaient des idées de nanosatellites à maturer leurs idées. Et donc dans cette salle, ce que nous faisons, c'est que nous transformons l'idée d'un scientifique de réaliser une mesure d'une certaine manière, nous la transformons en une mission complète de satellite en orbite autour de la Terre ou ailleurs d'ailleurs. Donc on transforme le concept de mesure en une séquence d'observation avec toutes les contraintes qu'on peut avoir dans un satellite. Donc ici on est dans la salle Vega. Nous venons de recevoir des composants qui sont des composants de CubeSat sur catalogue. Première chose à faire, nous vérifions que ces composants individuellement sont en bon état. Donc ici Rashika et Thomas sont en train d'installer une manip qui va permettre de les tester finement un par un. Alors ESEP, qui était un réseau de laboratoires, a financé à partir de 2015 cette salle propre à l'intérieur d'un bâtiment qui a été donc complètement rénové à cette occasion pour créer donc une salle dédiée à l'activité nanosatellite. Voilà, ça c'est pas un nanosat ça, mais ça c'est la taille d'un nanosat. 3 unités. Une unité c'est 10 sur 10 sur 10. Et donc on a 3 unités parce qu'on a exploité 30 cm sur 10 sur 10 et ça va venir dans un déployeur qui lui sera attaché à la fusée. Donc évidemment, ça c'est un déployeur de test, donc c'est pour ça qu'il y a une simple vis. Et donc le CubeSat est installé dans le déployeur. Et il pousse un ressort, la trappe est fermée et dans l'espace, la fusée va recevoir un ordre qui va ouvrir la trappe et éjecter le CubeSat, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce CubeSat soit d'une masse et d'une taille parfaitement standardisée. Avant 2010, on n'en parlait tout simplement pas. Dans les années 2010 à 2020, on s'est bagarré pour faire admettre qu'on pouvait faire de la science avec. À partir de 2020, ça commence à être une évidence qu'on va devoir se servir des nanosatellites. Je dirais même qu'en 2030, ce sera une faute de ne pas faire de nanosatellites. C'est très difficile de convaincre d'essayer quelque chose de neuf. Alors les nanosatellites, c'est ça, c'est l'opportunité de faire moins cher, une prise de risque plus importante. Et si on a validé à l'échelle nanosatellite un instrument, on peut envisager ensuite de l'appliquer sur des missions traditionnelles en plus gros, plus complexes. Donc l'héritage des ESEP, ça aurait été dosé. En plus de son rôle moteur dans l'émergence des nanosatellites, l'ESEP s'est aussi fortement impliqué à Orléans avec Jean-Pierre Le Breton. Au début du programme, j'étais un peu le chef d'orchestre pour la partie technique. L'objectif principal, c'était vraiment de faciliter, de motiver les laboratoires, les chercheurs, les ingénieurs pour se familiariser avec cette notion d'échelle de maturité technologique. Alors, mon travail a été d'essayer de mettre en réseau, de faire collaborer plusieurs laboratoires de l'ESEP ensemble, et aussi une certaine philosophie de développement technologique pour accroître le niveau de maturité technologique et en collaboration entre plusieurs laboratoires. Bon, la collaboration existait déjà, mais les laboratoires de l'ESEP ont en quelque sorte appris à mieux travailler ensemble et à se projeter vers l'avenir. Au cours de cette décennie, il a mis toute son expérience au service de plusieurs projets, notamment le Cosmorbitrap. Je travaille dans l'équipe de Christelle Briouat, qui est en charge de la partie scientifique, mais aussi de tout le développement du Cosmorbitrap et aussi de la mise en œuvre des collaborations internationales, en particulier plusieurs collaborations avec des Américains, des instruments complets qui intégreront le Cosmorbitrap, qui est vraiment le cœur, l'analyseur
de ces instruments futurs qui sont à l'étude actuellement. Donc le Cosmos BitTrap, donc on en revient à qu'est-ce que la spectrométrie de masse. Voilà. Dans un spectromètre de masse, il y a plusieurs modules. Il y a la partie ionisation, donc on va ioniser notre matériau, en fait, faire des ions. Et ensuite, le deuxième module important d'un spectromètre de masse, qui fonctionne sous vide, ça s'appelle l'analyseur en masse. C'est celui qui va trier les petits ions, en fait. Il va les trier suivant leur rapport masse-surcharge, en fait. Et il y a la partie détecteur. Alors, un analyseur peut être à la fois détecteur, mais il peut y avoir des modules séparés. Après, il y a la détection. On transforme le signal, en fait, le flux ionique en flux électronique. Et après, il y a tout le système d'enregistrement de la donnée, l'amplification, etc. Puis ça arrive à l'ordinateur. Et nous, ce qu'on fait, le nouveau projet qu'on a, qui s'appelle Cosmos BitTrap, on ne fait pas un instrument de spectrométrie de masse complet. On s'intéresse à faire voler donc, une nouvelle génération d'analyseurs en masse, en fait, qui a des performances très, très élevées et il va peser vraiment très précisément, en fait. Donc à plusieurs chiffres après la virgule, en fait, il va peser. Donc pour les isotopies, c'est un boom technologique. C'est bien de travailler ensemble, c'est bien que les laboratoires puissent collaborer et vraiment amalgamer leurs capacités, leurs efforts pour aller de l'avant et pour pouvoir rentrer en compétition avec les Américains. Parce que la sélection d'instruments est vraiment très compétitive. Il y a une collaboration, mais en même temps, il y a une collaboration, parfois une compétition. Donc si on veut être compétitif, il faut vraiment se fâcher. En plus de sa participation à la conception de tous ces instruments, les ZEP avaient aussi une autre mission, partager les connaissances avec le grand public. C'était entre autres le rôle d'Hervé Cotin. J'ai contribué à l'organisation d'une exposition qui a été installée au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. Et cette exposition était consacrée aux comètes et plus particulièrement à la mission spatiale Rosetta. Et donc on a choisi ce thème. Pourquoi ? Parce que plusieurs laboratoires du LabEx ESEP avaient au cours des années précédentes contribué à la préparation d'instruments spatiaux qui ont été embarqués dans cette mission spatiale fabuleuse qui était la mission Rosetta. Cette mission a suivi pendant 1 an et demi la comète autour du Soleil et a fait des observations, des mesures avec en partie l'usage d'instruments de laboratoire du LabEx ESEP. Après 10 années de fonctionnement, l'ESEP a fait œuvre de vulgarisation, d'enseignement, de recherche, mais aussi et surtout contribué à l'émergence des nanosatellites. Depuis 2015, nous soutenons en effet différents projets, dont le nanosatellite PIXSAT qui a volé pour étudier une étoile et des exoplanètes. Après 10 années du LabEx ESEP, il est temps de passer le relais à d'autres chercheurs et enseignants-chercheurs. C'est Coraline Einer qui va reprendre les activités et le développement de cette fédération et à qui je passe le relais. Les nanosatellites, au départ, ont été développés à des fins pédagogiques pour entraîner les étudiants sur des systèmes ou des sous-systèmes. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la science très intéressante avec, et c'est pour ça que ça a vraiment explosé ces dernières années. J'ai accepté d'être la directrice de ce centre spatial pour la suite, et aussi de prendre en charge la fédération de recherche qui va regrouper tous les laboratoires d'Île-de-France qui font des nanosatellites. PIXSAT, c'était le premier exemple, mais dans les prochaines années, il va y avoir plein de petits frères, petites sœurs, même certaines plus grandes que lui. Ça, c'est 3 U, donc 30 par 10 par 10 cm. Et on va en faire qui font 6 U, 12 U ou plus, et certains qui vont voler en constellation, c'est-à-dire plusieurs nanosatellites qui voleront ensemble. Il y a une nouvelle science qui émerge avec la nanosatellite depuis une dizaine d'années. Ça se développe un peu partout dans le monde, mais aussi surtout ici, en Île-de-France, grâce à ESEP notamment. Et on va aussi développer des nanosatellites vers d'autres thématiques. ESEP était surtout concentré sur les planètes, les exoplanètes et les météos de l'espace. Et maintenant, son successeur, qui s'appelle Census, va faire vraiment toutes les sciences de l'univers et de la Terre.